Vous vous rappelez peut-être qu'on avait évoqué la Corée du Sud avec Camille, c'était il y a déjà un peu plus d'une année. Eh bien cette fois nous avons décidé de passer l'ADMZ avec Florence du blog faitavalise.ch et d'aller dans le côté obscur de la Corée, la Corée du Nord. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, on peut faire du tourisme en Corée du Nord. Mais alors, comment c'est exactement? Comment ça se présente? Comment on y va? Ça ressemble à quoi, Pyongyang? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on peut vraiment aller visiter la DMZ? Eh bien, vous saurez tout dans ce podcast. Petite précision peut-être avant de vous diffuser l'interview. Avec Florence, on a discuté très librement de la Corée du Nord. On a été plus ou moins sympathique avec certains détails visant la Corée du Nord. On a été plus ou moins ironique parfois, il est vrai. Je tenais à dire que ça ne concerne en aucun cas le peuple nord-coréen, ça va de soi. Mais c'est vrai qu'on est un peu obligé de rire sur certains détails qui prêtent pas forcément à rire, mais en même temps on va pas forcément pleurer, on est dans un podcast. On a quand même essayé d'être équilibré dans nos avis, et puis vous le verrez, on n'a pas été forcément tendre non plus avec les Américains par exemple à la fin du podcast. L'idée c'était absolument pas de rire sur certains points qui ne prêtent pas forcément à rire. Il y a des gens qui souffrent en Corée du Nord vraiment. L'idée c'était pas non plus de manquer de respect, que ce soit au peuple nord-coréen ou au guide qu'il y a, ça va de soi, c'est pas du tout ça, hein. On a voulu heurter personne, c'était juste une petite chose, peut-être, parce que c'est vrai que sur certains trucs, on a quand même rigolé, et vous verrez, certaines choses sont quand même assez drôles. Enfin voilà, c'est peut-être un petit message personnel aussi, pour le nord-coréen qui est peut-être obligé d'écouter ce podcast en français, pour vérifier si on n'a pas dit des choses méchantes, alors ne vous inquiétez pas. Alors cher nord-coréen, de l'autre côté de la frontière, tu verras, on a été super sympa avec la Corée du Nord. Florence nous a vraiment bien vendu cette destination. Je suis certain que certains auditeurs auront envie d'y faire un tour. Et puis, si par hasard, t'as un contact avec Kim, surtout, n'hésite pas, il est invité sur VoyageCast quand il veut. Aucun souci, il pourra défendre la Corée du Nord comme il le souhaite. Enfin, c'était pour la joke, mais c'est vrai que quand les agents nord-coréens et la NSA, je parle pas forcément qu'à des auditeurs de VoyageCast. Enfin, bref, bienvenue en Corée du Nord, c'est sur VoyageCast avec Florence. Bonne interview. Mais tu sais, je suis pauvre. Et mes rêves sont mes seuls biens. Sous tes pas, j'ai déroulé mes rêves. Marche doucement. Parce que tu marches sur mes rêves. Assume tes rêves, Preston. Je veux faire en sorte qu'il soit indulgent avec toi. Nous savons tous deux qu'ils ne sont jamais indulgents. Tu m'envoies désolé. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan et je suis accompagné de Florence aujourd'hui. Salut Florence. Salut Jonathan. Alors comment ça va aujourd'hui? En Suisse, hein, c'est ça? Alors en Suisse, oui, sur les bords du lac Léman, ça va très très bien. Je suis très contente que tu m'aies contacté pour qu'on discute de ma petite expérience et puis j'espère que ça pourrait intéresser des gens qui seraient peut-être motivés à l'idée d'avoir une destination un petit peu hors du commun pour leurs prochaines vacances. Hors du commun, c'est le cas de le dire puisqu'on va parler de la Corée du Nord. C'est un peu particulier ça, la Corée du Nord. Est-ce que t'as une affinité spéciale avec Staline ou des amis du côté de la Russie pour pouvoir y aller? Alors non, je ne suis pas communiste comme on pourrait peut-être le penser. J'ai pas d'affinité particulière avec les idées communistes. Donc c'était pas motivé particulièrement par une idée politique. Le fait d'aller en Corée du Nord, c'était vraiment... j'ai décidé d'y aller vraiment pour découvrir un pays qu'on n'imagine pas qu'on peut visiter déjà en premier. Et puis vraiment pour sortir des sentiers battus et puis voir un petit peu ce qui se passe dans ce pays qui est si fermé et puis dont finalement on ne sait pas grand-chose. Ouais, on va en parler dans le côté pratique du podcast, mais pour que les gens le sachent, t'es journaliste, t'as un statut particulier pour y aller ou bien, je sais pas, t'as été en Corée du Sud, t'as passé le mur, t'as fait comment pour y aller? Alors justement, si on est journaliste, si on est officiellement journaliste, on aura vraiment beaucoup de peine à y aller. Il faudra trouver des moyens un petit peu détournés pour pouvoir entrer dans le pays parce que les journalistes n'ont pas le droit de visiter la Corée du Nord. Par contre, toutes les autres personnes qui veulent y aller, donc même les gens qui ont un blog ou qui sont actifs sur Internet, ont le droit d'aller visiter la Corée du Nord.
tout simplement en s'inscrivant par une agence de voyage spécialisée et puis en obtenant le visa. Et puis ensuite, une fois qu'on y est, on suit simplement notre guide. Et c'est beaucoup plus facile de visiter ce pays qu'on pourrait bien l'imaginer au début. Ouais, jusqu'en l'an 2000 à peu près, hein, la Corée du Nord a donné des chiffres officiels. Alors, faut faire attention, c'est des chiffres officiels version Corée du Nord, donc on va prendre avec des pincettes, mais qu'il y avait 2000 personnes par année qui allaient. J'ai trouvé que actuellement, comme il n'y a plus vraiment de chiffres, ça pouvait monter jusqu'à 25 000. Tu semblais dire que c'était peut-être un peu optimiste, c'était plutôt dans les 4-5 000, mais en tout cas, il y a des milliers de personnes par année qui vont en Corée du Nord, quoi. Voilà, effectivement. Et puis tout au long de l'année, donc il y a plusieurs agences qui organisent ces tours, ces voyages en Corée. Donc vous pouvez pas simplement réserver un billet d'avion pour Pyongyang et puis aller faire votre petit tour en Corée du Nord comme ça. Il faut vraiment passer par une agence qui va se charger ensuite de faire toutes les démarches pour les voyageurs et puis qui va se charger d'emmener les gens visiter le pays. Effectivement, je pense que c'est plus à l'heure actuelle dans l'ordre des 4-5 000 personnes par année. Il y a encore vraiment peu de gens qui visitent le pays. C'est vrai que ça peut aussi sembler un petit peu effrayant ou un petit peu difficile d'accès, donc c'est pas forcément aussi une destination à laquelle on pense tout de suite. Quand on veut partir en vacances, c'est vrai que si on aime bien aller à la plage ou si on aime bien faire la fête ou boire des cocktails pendant ses vacances, c'est pas forcément la destination que je préconiserais pour tout le monde. C'est vrai. Alors, petit détail aussi, avant de commencer à parler de Pyongyang, t'es pas réellement indépendant quand tu fais le voyage, et tu l'as dit. J'ai entendu dire que t'étais pas suivi, mais accompagné par un guide personnel, on va dire, qui joue un peu le rôle de surveillant aussi, faut l'avouer. Hein. Ça se passe comment, ça? Quelle interaction t'as avec ces gens? Comment ça se passe? Alors effectivement, tu l'as bien dit, je pense qu'en plus d'être accompagné, tu es quand même suivi, hein, tu es vraiment très contrôlé. D'ailleurs, tu as une séance d'information le jour avant le départ où tes guides t'expliquent que vraiment il faut respecter ce que le guide nord-coréen va nous dire. Il faut le suivre et il ne faut pas essayer de partir, quitter le groupe pour aller faire des photos tout seul à l'autre bout de la rue, parce que là, on risque d'avoir quand même quelques petits soucis. Donc, tout ce qui est niveau itinéraire du voyage, au niveau du logement, au niveau des repas, tout est prévu à l'avance et il faut simplement suivre, faire ce qu'on vous dit. Donc, on est promené dans un bus toute la journée avec notre groupe de touristes. Et puis, on monte dans le bus, on roule avec notre chauffeur, on va visiter un monument, on remonte dans le bus, etc. Donc, on n'a vraiment aucune liberté. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut imaginer avant de partir, auquel il faut être préparé, parce que même le soir, après le repas, une fois qu'on est à l'hôtel, on ne peut plus ressortir de l'hôtel. Aucune liberté, il faut rester à l'hôtel pour toute la soirée jusqu'au lendemain matin. C'est un peu comme une course d'école, à part que si on gruge, on se fait virer du pays, quoi. Voilà, si on gruge, en fait, c'est vrai que moi j'avais un petit peu peur aussi avant le départ de me dire, mais au final, quelles sont les sanctions? Qu'est-ce qui peut nous arriver si on se comporte mal là-bas? Finalement, en fait, ce qui peut arriver, c'est pas tellement les touristes qui ont des problèmes s'ils se comportent mal, c'est plutôt leur guide. Parce que là-bas, tout le monde a quand même tendance à surveiller les autres. Ils sont encouragés aussi à la délation entre eux. Donc, si un autre guide voit qu'un guide n'arrive pas à gérer son groupe et qu'il y en a qui partent de tous les côtés, c'est le guide qui va avoir des problèmes. Donc, après, c'est aussi quelque chose que nous, sur place, on essaye d'éviter pour ne pas porter préjudice au guide qui est avec nous. Ouais, ça fait partie des points qu'on va peut-être aborder plus tard dans le podcast, justement, cet aspect un peu sécurité, surveillance et tout ça, mais c'est vrai qu'il faut jamais oublier que nous, on peut bien faire les guignols dans ce genre de pays. A priori, on risque peu de se faire emprisonner. Le risque, c'est de se faire virer plutôt du pays éventuellement, et en tout cas de ne plus jamais pouvoir y retourner. Hein. C'est le cas de plusieurs photographes qui ont photographié des choses qu'ils n'auraient pas dû photographier, comme les militaires, par exemple, qui ne se photographient pas. Voilà. Et voilà, on peut plus rentrer dans le pays. Par contre, oui, le pauvre guide, il va peut-être se faire virer, voire pire. Il faut savoir qu'il y a combien 150 ou 350 000 personnes qui sont dans des camps de concentration là-bas, hein, qui sont des camps de travail, hein, selon eux, mais bon, on comprend un peu le truc. Voilà, oui. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant à ce sujet qui s'appelle Rescapés du camp 14, que j'encourage aussi les gens intéressés à lire, qui parle justement de ces camps de travail, entre guillemets, qui sont vraiment pires que des camps de concentration.
et dont on ne sait rien, hein, voilà, ici. Et quand on visite la Corée du Nord, c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas du tout aborder avec nos guides. Il ne faut pas en parler parce que sinon, on risque aussi d'avoir des petits soucis. D'accord. Dernier point de vue, petite pratique. Bon, l'appareil photo, on a compris, on a le droit de l'avoir, mais on n'a pas le droit de tout photographier. Téléphone portable, ordinateur, j'ai entendu qu'on les prenait avant de rentrer dans le pays. C'est toujours d'actualité, c'est vrai? Non, alors ça vient de changer cet été. Donc avant, en fait, il fallait déposer son téléphone et son ordinateur à l'arrivée à la douane, et puis on les récupérait à la fin du voyage. Maintenant, on peut les garder. Donc, bon, au final, on peut les garder, mais c'est pas très utile parce qu'il n'y a ni réseau téléphone ni Internet. Donc voilà, on garde notre téléphone pour avoir notre réveil le matin, mais sinon, il est complètement inutile. Mais par contre, ils se sont un petit peu assouplis quand même pour ça. La seule chose, c'est que quand on arrive à Pyongyang en avion, ils notent avec quelle marque de téléphone on arrive. Donc, si vous avez un iPhone, ils vont noter que vous avez un iPhone. Et quand vous ressortez du pays, ils vérifient que vous partez bien avec le même téléphone. Parce qu'ils ont peur, en fait, que vous donniez un téléphone à une personne dans le pays. Donc, ils font juste un petit contrôle à l'entrée et à la sortie, mais ils se sont quand même assouplis à ce niveau-là. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que la Corée du Nord développe ses propres téléphones et même ses propres tablettes dernièrement, hein, qui sont bien entendu les tablettes les plus ouvertes du marché, même plus ouvertes que celles d'Apple. Hein. On va être gentil, on sait jamais, peut-être on va retourner en Corée du Nord, un de ces quatre. Voilà. Peut-être qu'on a écouté. Donc Voilà, exactement. Peut-être ne comprennent-ils pas le double sens, on espère. Bon, soit, on rigole, mais on n'a pas vraiment parlé du pays pour l'instant. Alors, tu démarres de la Chine, a priori, souvent, oui. Hein. Alors, très souvent, donc nous, on est passé par une agence qui était basée à Pékin. Donc, il faut être à Pékin le jour d'avant pour avoir justement cette fameuse journée d'information. Et puis ensuite, tu prends un vol. Donc, normalement, hein, quand tu vas à l'aéroport de Pékin, comme si tu prenais n'importe quel autre vol, et là, tu prends ton vol pour Pyongyang. Ok, bon, voilà. Tu arrives à Pyongyang. Ta première réaction, ça fait quoi d'atterrir dans un aéroport comme ça, qui est finalement très peu utilisé, hein. D'ailleurs, il y a des photos qui sont assez marrantes où vous avez le panneau d'affichage où d'habitude il y a une centaine d'avions, où il y a un avion avec marqué Pékin. C'est très drôle. C'est ça, ouais. Enfin, quelle est ta première impression, quoi? Alors, ça, c'est vraiment déjà le début de tout le surréalisme qu'on va voir pendant tout le séjour. C'est que t'atterris sur une piste, mais qui est longue, mais comme j'ai jamais vu de ma vie une piste. Elle est immense. T'atterris, mais je pense à 5 kilomètres de l'aéroport. Ils font des tours pas possibles avec l'avion juste pour nous donner l'impression que l'aéroport est immense, alors qu'en fait, il y a simplement une piste avec un petit bâtiment dans lequel on passe la douane. C'est vraiment minuscule. Et puis évidemment, dès que tu arrives, tu vois les immenses portraits de Kim Il-sung et puis de Kim Jong-il. Puis là, c'est vraiment le moment où tu te rends compte que ça y est, t'y es, et puis que là, t'es coincé. Si tu veux partir, tu peux pas. Donc, c'est vraiment un choc, en fait, quand on arrive, parce que l'aéroport est minuscule, c'est vieux, tu regardes autour, il y a que des champs, il y a des fermiers qui regardent l'avion passer d'un air complètement ébahi. Et puis, c'est assez fort au niveau aussi de la symbolique, quoi, de voir ces deux portraits immenses en dessus de toi quand tu sors de l'avion. C'est là que tu te rends compte, en fait, que vraiment, tu as réservé un voyage, et ça y est, t'es en Corée du Nord. D'accord. Et comment sont les gens alors? Tu as parlé des fermiers, mais enfin, il y a des gens qui t'attendent à l'aéroport, ou bien c'est vraiment un truc que pour touristes? Alors, à l'aéroport, il y a énormément de touristes. Il y a aussi beaucoup de Nord-Coréens. Il y a quand même certains Nord-Coréens qui peuvent sortir du pays. Donc, des gens qui sont haut placés, qui sont proches du régime, puis qui peuvent sortir du pays pour différentes raisons et qui reviennent ensuite en Corée du Nord. Et c'est assez marrant parce ils reviennent tous avec des sacs remplis d'écrans plats, de nourriture, de toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas acheter chez eux. Ils les achètent en Chine et ils reviennent ensuite avec. Donc, il y a essentiellement les hommes d'affaires nord-coréens et puis les touristes. Après, pour passer la douane, en fait, c'est tout simple. J'ai même trouvé que c'était plus facile et plus rapide de passer la douane en Corée du Nord qu'aux États-Unis. Donc, c'est dire. Mais tu passes simplement la douane, on regarde la marque de ton téléphone, tu prends ton sac. Et puis là, il y a ton guide qui t'attend avec ton groupe. Et puis ensuite, vous partez pour visiter. Donc, finalement, l'arrivée, ça se passe assez facilement. Je pensais pas que ça se ferait aussi
Ça se ferait sans trop de formalités. Il faut aussi savoir que moi, j'ai visité le pays en septembre, et puis c'était la fête nationale. Donc, il y avait beaucoup plus de touristes que d'habitude. Donc, ça a aussi fait qu'on a eu un climat peut-être un petit peu plus détendu que certains groupes qui vont à d'autres moments de l'année où il n'y a pas de fête particulière. Ouais, il y a plusieurs fêtes assez importantes, hein, notamment le 2 février aussi. Non, le 2 février, pardon, le 16 février, qui est la date d'anniversaire de Kim Jong-un. Alors, c'est Kim Il-sung, ça doit être le... Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Puis c'est vrai ils ont plusieurs fêtes, plusieurs anniversaires. Il y a aussi ces fameux Mass Games qui ont lieu à plusieurs moments de l'année. Donc, aussi, quand on est touriste, c'est bien parce qu'il y a plusieurs moments pendant lesquels on peut y aller, où il y a d'autres choses à voir. Et moi, j'encourage vraiment les gens qui voudraient partir en Corée du Nord de choisir soit un moment de fête où il y a une fête nationale ou autre, ou un moment où il y a ces Mass Games pour avoir vraiment un petit truc en plus aussi au niveau du séjour. Alors, tu dis Mass Games, c'est pas Hunger Games dont tu parles? J'ai mal non, compris. Alors c'est bien les Mass Games, en fait. Il n'y a pas Jennifer Lawrence, ça nous intéresse pas. Non, malheureusement pas. Mais c'est même encore mieux. Donc. D'accord. Alors, dis-nous en quelques mots ce que c'est, parce que ça, c'est vraiment un truc étrange quand même. Alors ça, c'est vraiment la chose, même à elle seule, ça me motiverait de partir en Corée du Nord, rien que pour ça, c'est vraiment une chose incroyable. En fait, en français, on pourrait appeler ça de la gymnastique de masse. Donc en fait, ça consiste en un spectacle qui est exécuté par beaucoup de figurants en même temps. Donc. Tu dis beaucoup, c'est une petite centaine sur une scène, c'est ça? Non, parce que beaucoup en Suisse, c'est ça. Hein. Voilà, donc là, beaucoup à l'échelle de la Corée du Nord, ça fait à peu près entre 100 000 et 150 000 figurants pour un spectacle qui dure 1h30. Donc, ça te laisse imaginer un petit peu le nombre de personnes qui participent à ça. Le stade en lui-même dans lequel a lieu ce spectacle, c'est un stade qui est immense, qui est vraiment gigantesque. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est immense, mais qu'à l'intérieur, il n'y a quasiment personne au niveau des spectateurs. Il n'y a que des touristes ou quelques militaires qui ont été sélectionnés pour assister au jeu. Mais sinon, vraiment, le stade est vide. Donc, ça rend encore la chose encore plus incroyable et impressionnante. Et puis, en fait, c'est ces figurants, donc à peu près 100 000, qui font plusieurs tableaux qui retracent toute l'histoire de la Corée du Nord et qui font des chorégraphies, mais qui sont chorégraphié vraiment à la perfection. Moi, j'ai jamais vu un spectacle pareil de toute ma vie. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. En fait, c'est tous ces gens qui font une danse ou qui chantent à l'unisson et qui font des sortes de tableaux vivants. Et c'est vraiment... Moi, avant de partir, j'avais regardé des vidéos de Mass Games sur Internet et je me rendais vraiment pas compte de ce que ça donne en réalité quand on est dans le stade. Parce que il y a des feux d'artifice, il y a de la musique. Vraiment, ça envoie dans tous les sens. Honnêtement, j'ai jamais vu un spectacle pareil. Ouais, pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur Internet, en fait, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Et pour s'imaginer pendant le podcast, pour moi, ça me fait vraiment penser aux séquences d'ouverture des Jeux Olympiques. Vraiment énormément de gens, très synchronisés avec des tableaux qui changent entre deux, une musique vraiment entraînante, à part que c'est quand même fortement socialiste, hein, quand même. Voilà, alors effectivement, donc c'est assez étonnant parce que en fait, dans le stade, en face des spectateurs, il y a 20 000 personnes qui sont assises dans les gradins et puis qui font défiler des images. Donc ça fait comme s'il y avait un écran en face de nous qui fait défiler plusieurs images, sauf que c'est des personnes qui sont munis de panneaux de couleurs et qui font défiler les différents tableaux. Et justement, sur ces tableaux en face de nous, on voit il y a des armes, il y a des missiles, il y a des bombes. Donc effectivement, c'est quand même effrayant parce que c'est toute leur folie, leur puissance communiste qui est là résumée en un seul spectacle et qui raconte aussi leur version de l'histoire qui est quand même assez différente de la nôtre. Hein, donc... qui se bat contre les envahisseurs américains, etc. Et donc, c'est assez militarisé, c'est assez effrayant suivant quel tableau on voit, mais c'est vraiment réalisé à la perfection. Et, en fait, les figurants qui participent à ce spectacle, évidemment, ils n'ont pas eu le choix de participer ou pas. Ils ont été désignés
pour le faire. Et je pense, mais ça doit prendre... On n'a pas pu savoir exactement combien de temps il devait répéter, mais ça doit faire à peu près une année de répétition pour avoir un spectacle pareil. Si vous avez l'occasion d'aller encore une fois sur YouTube, vous tapez North Korea a State of Mind, et c'est un reportage qui a été fait en 2003 sur justement deux jeunes filles qui se préparent pour ces Mass Games en fait, qui étaient en plus des Mass Games un peu spéciaux, plus grands parce que ça correspondait à une fête. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Je mettrai quand même éventuellement une ou deux interrogations quant à l'obligation d'y participer, et on va peut-être avoir l'occasion d'en parler encore plus loin dans le podcast, mais la notion de choix et d'indépendance dans ce genre de pays n'existe quasiment pas, dans le sens où c'est pas qu'on les oblige forcément à le faire, mais qu'on les persuade que c'est la meilleure chose à faire. Et donc c'est assez étrange vraiment à les regarder ce reportage, mais de voir ces filles qui sont vraiment passionnées par la participation aux Mass Games. Alors c'est pas forcément dans toutes les familles comme ça, on peut supposer, hein, doit y avoir des rebelles, mais le fait même de participer à un Mass Games participe au sentiment socialiste et au sentiment communiste, parce que ça efface toute personnalité, parce qu'on est justement au milieu de 100 000 personnes, on est un élément important, parce que si on se trompe, ça foire tout, mais on n'est qu'un élément, et on doit faire comme tout le monde. Donc c'est assez impressionnant, je trouve, c'est assez barge au niveau psychologique ce que ça doit faire chez les gens, quoi. Ouais, effectivement. Et puis c'est vrai que moi, je pensais qu'il y avait que des adultes qui participaient à ce spectacle, mais il y a aussi des très petits enfants qui le font. Effectivement, il n'y a aucun enfant qui se trompe. Ils font des spectacles et toute une partie pendant 10 minutes en corde à sauter. Il n'y en a pas un qui se prend les pieds dans sa corde. Et j'imaginais les heures et les heures de travail là derrière. C'est vrai que vraiment, ça fait peur quand on imagine la puissance de cet ensemble, quoi. Le fait que ces gens, finalement, doivent être, comme tu as dit, une partie de l'ensemble. Ils sont importants parce qu'il ne faut pas qu'ils se plantent, mais en même temps, ils sont rien par rapport à tout ce spectacle, à toute la force du spectacle en lui-même. Ouais, ça me fait penser un peu aux parades militaires aussi. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir, mais il y a aussi des vidéos sur Internet, hein, qui ressemblent à s'y méprendre à ce qui se passait, voir ce qui se passe encore de temps en temps en Russie, ou ce qui s'est passé à l'époque hitlérienne. Vraiment, il y a quasiment toute l'armée de Corée, je pense, qui doit défiler dans les rues. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, c'est fait pour impressionner le peuple, pour dire on est les plus forts. Et en même temps, effectivement, quand on est touriste au milieu de tous ces gens-là, on se dit que c'est puissant. Alors que bon, voilà, on sait la puissance qu'ils ont en réalité, voilà. hein, mais oui, je trouve que pour le côté parade et le côté on te jette ça à la figure, ça doit être quand même quelque chose, quoi. Ouais, mais alors nous, on n'a pas vu la parade des vrais militaires, enfin de l'armée, vraiment l'armée officielle. Par contre, on a vu la parade de ce qu'ils appelaient les civils. Donc, en fait, c'est toute une partie de la population qui est réserviste et qui a défilé, mais ça a duré, je pense, bien 1 heure et demie, une parade où il y avait que des camions remplis de personnes en habits militaires avec des armes qui défilaient devant nous. Et vraiment, on voyait que c'était fait aussi pour nous en mettre plein les yeux, pour dire, voilà, regardez à quel point notre armée est forte. Et tu voyais des tracteurs qui passaient avec des énormes missiles dessus. C'est vrai que même ça en devenait drôle au final, parce que eux, ils pensaient en fait nous impressionner avec ça, alors que quand on a une vue depuis l'extérieur et qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe chez eux, on voit ça aussi différemment. Donc c'est un peu le paradoxe, parce qu'ils essayent de nous en mettre plein la vue avec des spectacles, avec des défilés, avec des monuments qui sont gigantesques, qui sont vraiment magnifiques, en étant fiers de ça et en pensant que nous, on n'a jamais vu rien de tel chez nous et qu'on va être complètement en extase devant ce qu'on voit. Donc, par exemple, quand on a visité le métro, moi, j'ai dit au guide que je venais de Suisse. Alors, il m'a dit, mais est-ce qu'en Suisse, vous avez un métro comme ça, aussi grand? Et quand je lui ai dit non, il était fier, parce qu'il se disait, voilà, tu vois, je t'avais bien dit, chez nous, c'est beau, c'est mieux, c'est plus grand. Donc, c'était assez cocasse, quoi. Ouais, il y a cette fierté qui est vraiment entretenue chez les gens, hein. Bon, d'un côté, à quelque part, tant mieux, parce que s'ils voyaient vraiment la réalité, des fois, je me dis que ce serait peut-être pire. Enfin, en rigolant
sans soutenir le communisme d'une façon ou d'une autre, mais quand j'ai vu la synchro et tout, je me suis dit que ça ferait peut-être les pieds de nos écoliers de faire un spectacle comme ça de temps en temps, quoi. Parce que je trouve contre le monfoutisme général de nos élèves et ça, il y a peut-être un juste milieu qui serait pas mal. Mais bon, effectivement, on va pas critiquer les jeunes. Mais attention, parce que les conclusions hâtives sont vite faites, donc là, on va te traiter de communiste, alors voilà. C'est ça, je suis foutu. Je crois qu'en écoutant les podcasts, je dois varier d'un côté à l'autre, comme une girouette. Non, mais c'est intéressant. Alors, toi, tu dirais les mass games, oui, a priori, c'est comme aller en Inde sans voir le Taj Mahal, quoi. Il faut y aller. Ouais, alors effectivement, si vous allez en Corée du Nord, vraiment, essayez d'y aller pendant une période où il y a les mass games, parce que avec le recul, vraiment, même si j'y étais allée que pour voir ça, je serais allée quand même, parce que c'est vraiment incroyable, ça vaut vraiment la peine. C'est un billet qu'il faut payer en plus, donc c'est pas compris dans le prix du voyage, mais franchement, ça vaut vraiment la peine. C'est comme 10 ouvertures des Jeux Olympiques réunies, quoi. C'est génial. Ok, il y a plusieurs, sauf erreur, il y a 2 représentations par jour pendant une vingtaine de jours, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, effectivement. Et puis après, tu as le choix, tu peux y aller une fois ou plusieurs fois aussi pendant ton séjour, suivant ton programme. Par contre, si tu y vas 2 fois, tu verras 2 fois exactement le même spectacle. Mais donc il y a plusieurs opportunités pour y aller. Bon alors voilà pour les mass games, hein, vraiment allez voir les vidéos sur internet, ça vaut vraiment le coup. Alors passer les mass games, ça ressemble à quoi Pyongyang? Parce que je sais pas, est-ce que c'est une ville communiste toute triste, toute grise Alors effectivement, c'est très gris, c'est très triste. Par contre, c'est immense. C'est des immenses avenues, comme il y a aussi dans l'inconscient collectif quand on pense à Pyongyang, c'est vraiment des immenses avenues très larges, vides, avec quasiment aucune voiture dessus. Il y a beaucoup de bâtiments très hauts. Il y a des constructions vraiment impressionnantes aussi. C'est vraiment une ville qui est extrêmement étendue. Donc nous, on a passé quasiment une semaine à Pyongyang en visitant toute la journée différents monuments. Et on n'a encore pas tout vu. Donc, vraiment, déjà, évidemment, c'est rempli de statues des 2 leaders partout. Donc, c'est une grande partie des visites aussi, c'est d'aller voir les statues et puis de se prosterner devant. Après, tout ce qu'on voit, en fait, c'est tout ce qu'on visite, que ce soit des tours, que ce soit le métro, que ce soit des musées. En fait, tout est fait pour nous montrer la puissance de leur régime et puis nous montrer à nous, touristes occidentaux, à quel point leur pays est chouette, est grand, est puissant. Tu as dit un point intéressant, il faut se prosterner devant les statues, mais même en tant que touriste? Oui, effectivement. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on nous a dit avant de partir. C'est qu'il faut être prêt à le faire, parce qu'on va le faire souvent. Et puis, si on n'a pas envie de se prosterner devant les statues des 2 leaders, comme ils les appellent, c'est mieux de pas y aller, parce que l'offense en fait qu'on ferait aux gens sur place serait vraiment trop grande. Donc voilà, tout le monde s'est prêté au jeu dans les différents groupes de touristes. C'est vrai que voilà, une fois qu'on est devant, on joue le jeu, ça fait aussi partie de l'expérience. Donc il y a tout un cérémonial, notre guide nous explique comment faire. Donc suivant quelles statues devant lesquelles on doit apporter des fleurs, donc on dépose les fleurs au pied de la statue. Et ensuite, on se prosterne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant 5 jours, tous les jours. Matin et soir, on s'est prosterné. Voilà, après, il faut garder aussi ses pensées pour soi. Effectivement, nous, on se prosternait, mais on riait un petit peu intérieurement, sachant aussi comment les choses se passent là-bas. Mais c'est vrai que par rapport au guide et par rapport aux gens sur place, c'est aussi une sorte de respect pour eux de le faire et puis de respecter ce qu'ils nous disent de faire. Ouais, tu vois, autant aller dans une dictature, bon, à la rigueur, je pourrais le faire, justement, on va en parler après du côté de l'ouverture et tout ça, mais alors me prosterner devant un mec pareil, oula, alors moi, non, je crois qu'il faut pas que j'aille là-bas. Hein. Ouais, je lui jetterai pas des cailloux, tu vois, parce que ça, voilà, tu dois montrer du respect
voilà, par rapport à sa fonction. Mais alors se prosterner et offrir des fleurs, alors ça quand même. Enfin Ouais, bon, je comprends. mais je suppose que tu le sais avant d'y aller et que tu prends justement ta décision d'y aller ou pas. Moi en tout cas, ouais non, ça passerait pas, je crois. Ah, ça y est, je t'ai découragée à tout jamais, alors Ben non, parce que attends, quand même, je suis persuadé que ça va se casser la gueule, hein. Donc moi j'irai quand ce sera cassé la gueule et je ferai des photos des statues qui seront Oui. certainement écroulées, brûlées, fondues Ouais. en d'autres trucs. Non mais enfin, il faut qu'on s'entende, hein. Ce genre de truc ne va certainement pas durer très longtemps. On discutera encore après. Peut-être, c'est vrai que ceci dit, souhaiter la fin d'un régime comme ça, c'est une bonne idée, mais ça se fait toujours avec énormément de morts. J'ai vu une étude qui disait que si il y avait un problème entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et que ça se déclenchait vraiment en guerre, il y aurait 1 million de morts en moins de 24 heures. Donc du coup, ça freine peut-être les désirs de révolution de certains. Espérons que le jour où ça se fait, ça se fera pas comme ça, en tout cas. Ouais, c'est vrai que bon, on va peut-être reparler après, mais même il y a plusieurs personnes qui habitaient en Corée du Sud qui étaient dans un groupe de touristes. Et c'est vrai que même au niveau de la Corée du Sud, en fait, on sent que les gens maintenant sont plus très intéressés à ce qu'il y ait une réunification entre les deux pays. Donc, je pense pas que c'est non plus quelque chose qui va venir du Sud, parce que les jeunes maintenant n'ont plus vraiment de contact avec le Nord. C'est vrai que leurs parents pouvaient avoir de la famille ou des proches qui étaient au Nord, et donc qui leur donnaient l'envie que le pays soit réunifié. Mais maintenant, les jeunes, pour eux, c'est comme si c'était un pays étranger. Donc, en fait, ils y pensent même pas. Et ça viendra pas d'eux. Donc, eux, économiquement non plus, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à ce que le pays se réunifie. Donc, ça, je pense que c'est quand même difficile. J'ai un peu de peine à voir comment la situation va pouvoir évoluer entre les deux pays. C'est une bonne question. Enfin, il y a toujours le problème des successions dans ce genre de dictature, hein. Qu'est-ce qui va se passer quand un va mourir et qui va le remplacer, comment ça va se faire, hein. C'est comme dans une monarchie un peu, autant ça peut être quelqu'un qui va reprendre la même ligne, autant ça peut être quelqu'un de plus ou moins ouvert ou de plus ou moins tellement horrible que ça se casse la gueule tout seul, quoi. Mais bon, ça, ouais, c'est un peu de la science-fiction dont on parle. Mais ouais, je pense que ces genres d'idées doivent quand même te traverser l'esprit quand tu es en Corée du Nord, je suppose. Ouais, tout à fait, effectivement. Puis après, pour en revenir justement au fait de devoir se prosterner, et devoir toujours montrer du respect par rapport à une chose dont on partage pas du tout les idées. On sait à quel point c'est un régime qui est ravageur. C'est vrai que même avant de partir, on se pose beaucoup de questions aussi sur le fait est-ce que c'est bien ou pas d'y aller, est-ce qu'on est prêt à se prosterner devant ces statues ou pas. Et puis il faut aussi quand même mettre de côté pas mal de nos valeurs et puis de nos idées quand on voyage en Corée du Nord. Ouais, c'est un choix, mais on a dans le dernier podcast donc qui parlait de la Thaïlande, on a dit aussi que par exemple dans le cinéma thaïlandais, c'est normal de se lever. Il y a aussi un espèce de petit speech enregistré comme ça sur le roi de la Thaïlande, parce qu'il y a un roi en Thaïlande. Et donc, même en tant que touriste, on est censé se lever aussi. Donc, c'est pas vraiment se prosterner, mais voilà, ça reste des pays qui sont centrés sur quelques personnes qui ont une importance énorme, que les gens aiment, plus ou moins par choix. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut le savoir en y allant, quoi. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, ils nous préviennent aussi à l'avance, donc tu le sais avant de partir. Si t'es pas prêt à le faire, voilà, je pense que c'est mieux de pas y aller, effectivement. Ouais. Et alors voilà, à Pyongyang, alors on a dit quand même beaucoup de mausolées, de sortes de temples presque, hein, Alors effectivement, surtout les statues ou enfin l'effigie des deux dictateurs qui sont morts maintenant. Il y a le mausolée. Les guides du peuple libérateur, c'est une Pardon, république. excuse-moi, oui. C'est quoi déjà? C'est une république démocratique de Corée du Nord. La République démocratique populaire, voilà, ouais. Donc c'est pas des dictateurs. Pardon, j'ai fait un lapsus. Ouais, non, il faut utiliser les bons mots, hein, je suis désolé. Donc effectivement, donc, il y a aussi un mausolée dans lequel les deux, non pas les dictateurs, mais les grands, les guides spirituels de ce magnifique empire reposent, hein, puisque voilà, ils sont les deux décédés.
Et puis ça, effectivement, on peut le visiter quand on visite Pyongyang, et c'est un des moments aussi les plus marquants du voyage, parce que en fait, ils reposent les deux dans un immense bâtiment qui est tout fait en marbre et en or, donc c'est vraiment d'une richesse incroyable, vraiment très fastueux, magnifique, très décoré. Enfin, vraiment, tu sens vraiment la puissance du régime rien qu'en entrant dans ce bâtiment. Puis là, donc, tu vois ces deux corps qui reposent dans deux salles différentes et où tu dois aussi justement te prosterner 3 fois. Une fois devant les pieds et une fois de chaque côté du corps. Et ça pour les deux Kim. Donc, c'est un truc qui est aussi complètement surréaliste, de voir ça. C'est comme si tu voyais des poupées en cire en fait qui sont là. T'as pas l'impression que c'est vraiment des personnes. Et là, l'ambiance change aussi, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a des guides qui sont armés, qui te suivent, qui regardent aussi comment tu te prosternes. Et là, on était beaucoup d'Occidentaux ce jour-là à visiter le mausolée, et vraiment personne faisait le malin, parce que là, c'est aussi une autre ambiance, c'est très solennel. Et tu sens la pression, tu sens que là, il faut vraiment bien te comporter, il faut rien faire de travers. Bon, de toute façon, c'est des gens morts, ils méritent le respect qu'on Oui, doit à tout à quelqu'un de fait, mort. ouais. Donc Ouais, ça, c'est clair et net. Hein. Je pense ouais. que, je sais pas, mais je me dis aussi que ces pays-là doivent avoir tellement peur qu'il y a un touriste qui je sais pas, qui saute sur le corps et qui lui donne un coup de poing ou enfin, je sais pas, tu vois. En même temps, ils ont des risques énormes quand même parce que, ouais, enfin, ça détruirait leur image ou je sais pas. Ouais, ça doit Ouais, ce être serait hyper un flippant affront pour eux quand même. terrible, Hein. c'est sûr. Ah Ouais. ouais. Bah, d'ailleurs, à l'entrée, tu dois poser toutes tes affaires. Enfin, tu entres là-bas vraiment avec rien sur toi, pas de sac, pas d'appareil photo, rien du tout. T'es fouillé, tu passes dans une sorte de soufflerie. Alors ça, j'ai pas compris. Tu passes dans une espèce de porte qui te souffle de l'air vraiment très fort sur toi. Je pense que c'est une espèce de tentative de nous faire croire qu'ils nous désinfectent ou je sais pas quoi avant qu'on aille voir les corps. Mais vraiment, tu marches en ligne droite. Tu te mets en colonne, tu dois pas dépasser de la colonne. Donc c'est vraiment là, ça change. C'est vrai que quand tu te promènes quand tu vas visiter les différents monuments de Pyongyang, c'est encore assez relax. Enfin, le guide est sympa, tu peux rigoler avec lui, tu prends des photos, tout va bien. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans le mausolée, là, l'ambiance, elle change quand même beaucoup. D'accord. Bon, ça doit être spécial à visiter quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'avais vu justement le mausolée de Mao à Pékin quelques jours avant. C'est vrai que là, c'était complètement différent. À Pékin, il y avait beaucoup plus de monde. Bon, c'était aussi très solennel, effectivement, parce qu'on va quand même voir, Quelqu'un de on mort, va ouais. quand même voir quelqu'un de mort, donc c'est pas rien. Mais à Pyongyang, vraiment, c'est glaçant, en fait. C'est vraiment, c'est une expérience quand même vraiment très bizarre. Et c'est perturbant, en fait, de te retrouver face à face avec ces deux personnes qui ont fait tellement de mal aussi à ces pays, enfin à ce pays, et puis d'être là comme ça devant eux. Tu te prosternes, tu fais ce qu'on te dit, mais au fond de toi, tu es quand même vraiment un peu tiraillé quoi, entre ce que tu penses et puis ce qu'eux veulent te faire croire. C'est extrêmement dérangeant comme sensation. Ouais, psychologiquement, ça doit être une expérience quand même vraiment intéressante. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Ouais. Mhm. Ouais, d'accord. Est-ce que, alors ça paraît bizarre, mais est-ce qu'il y a des musées à Pyongyang Oui. sur l'histoire de la Corée? Alors là aussi, Oh, ouais, ouais, ouais. parce que ça doit être aussi super intéressant ça. Alors effectivement, il y a énormément de musées sur à peu près tout, donc de l'histoire de la guerre. Il y a un musée de la guerre, il y a un musée qui montre la maison dans laquelle est né Kim Il-sung. Enfin, sur tous les sujets, tu as un musée. Par contre, ce que nous, on a eu l'impression là-bas, c'est que ces musées, c'était tout du faux. Et puis, c'était des musées qui étaient destinés uniquement aux touristes. On n'a jamais vu un seul Nord-Coréen dans ces musées. Ah d'accord. Et le seul musée dans lequel on a vu des Nord-Coréens, c'était le musée de la guerre. Et puis, c'est un musée qui fait une propagande mais extrêmement forte contre les Américains. Ouais, Et c'est ceci là dit, qu'on... ça à propos, enfin, on pourra en discuter après, mais oui, les Américains ont été pas très cool non plus, hein, franchement. Tout à fait. Mais alors, c'est vrai que là, on a une Ouais. version de l'histoire qui est quand même bien différente de ce qui s'est vraiment passé. Et nous, encore, on a vu seulement certaines salles du musée de la guerre dans lesquelles, franchement, la propagande était déjà bien, bien poussée. Et il y a d'autres salles dans lesquelles on ne pouvait pas aller ou, paraît-il, c'est encore pire, quoi. Donc, Ah donc même dans un musée, il y a des endroits où t'as pas forcément le droit d'aller.
Ouais, c'est le guide qui Ok. décide où tu vas, tu dois le suivre, donc tu peux pas. Bon, ce qui est un peu bizarre quand tu visites ces musées en Corée du Nord, c'est que tu peux pas te promener tranquillement dans le musée, aller de pièce en pièce, regarder les choses. Tu suis ton guide et puis à chaque endroit que lui va juger intéressant, il t'explique quelque chose et des fois ça peut durer un quart d'heure. Donc il passe un quart d'heure à t'expliquer un objet, après il passe à un autre objet et tu dois suivre. Donc même dans le musée, tu n'as aucune liberté pour visiter. Et puis justement, dans ce musée de la guerre, vraiment, c'était... voilà, il y avait des Américains dans notre groupe. Je pense qu'ils ne devaient pas se sentir très très bien à ce moment-là parce que c'était Bon, vraiment... je pense en tant qu'Américain en Corée du Nord, tu te sens de toute façon mal. Hein. Les Américains, enfin, il faut le Ouais, dire, hein, bon, ils ont rasé ouais, une bonne ouais, ouais. partie. Hein. Euh, on en parlera après, mais il y a aussi Ouais. des raisons pour lesquelles, enfin, qui ont bien argumenté dans le sens de la haine des Américains. Hein. Ouais, musée de la guerre, j'avais vu aussi quelques images. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire modifiée, on va dire. T'avais fait le test justement, peut-être de te renseigner avant d'y aller, à comment ça s'est passé, ou après de j'ai les mots en allemand qui me viennent malheureusement de comparer un peu ce qu'on t'avait dit et ce qui s'est vraiment passé. Alors ça, je l'ai plutôt fait après parce que c'est vrai que là-bas, on nous a raconté tellement de choses que... Et des fois, je savais pas si c'était vrai ou pas parce que j'avais pas aussi assez de connaissances et même sur des choses un peu bête, mais par exemple, ils nous ont dit une fois que la Corée du Nord avait eu tant de médailles aux Jeux Olympiques à Londres, et tout le monde, en fait, dans le groupe était sûr que c'était un mensonge, personne ne le croyait. Et en fait, en rentrant, on s'est aperçu que oui, effectivement, c'était vrai, ils avaient eu des médailles aux Jeux. Non, ils sont Mais forts, hein. Enfin, t'as vu comment ouais, ils font leur gym dans les mass games là? bah ouais, ils sont entraînés. Donc effectivement, c'est vrai qu'on était toujours dans une espèce de doute un petit peu permanent à chaque fois qu'on nous racontait quelque chose. Et puis voilà, quand tu es en Suisse, tu as toujours le réflexe iPhone, tu vas vite chercher sur Wikipédia pour savoir Voilà. si ce qu'on t'a dit est vrai ou pas. Mais là, en Corée du Nord, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je gardais un peu toutes mes questions en tête pour le moment où on allait retourner en Chine. Notamment sur la guerre de Corée, c'est vrai que voilà, après avoir aussi cherché un petit peu des informations, je me suis rendu compte que ce qu'on nous racontait, c'était vraiment, et là, c'était effrontément des mensonges qu'ils nous racontaient vraiment en nous regardant dans les yeux. Donc, même pour d'autres choses qui n'étaient pas liées à la guerre, mais des bâtiments qu'on visitait, ils nous racontaient vraiment des fois n'importe quoi, en voulant nous faire croire que c'était... par exemple, pour prendre un exemple, on a visité la Bibliothèque nationale. Ah oui, avec les 10 millions de Voilà, livres, voilà. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi un exemple assez Alors, marrant, c'est que explique-le parce que les auditeurs connaissent peut-être pas cette histoire, hein, mais elle est drôle. alors c'est que voilà, on entre dans cette bibliothèque qui était vraiment très grande, très belle, et puis le guide de la bibliothèque nous dit qu'ils ont à peu près 10 millions de livres qui sont rangés dans 10 étages souterrains sous la bibliothèque. Donc déjà là, on se regarde tous en se disant, ouais, 10 millions, ça paraît quand même un petit peu beaucoup au niveau des livres là. Et effectivement, ils n'ont pas 10 étages souterrains sous leur bibliothèque avec 10 millions de livres. Et puis on arrive au bureau du prêt où là, ils disent, voilà, alors demandez-nous ce que vous voulez comme livre, on a tout. Et puis donc là, ils font sortir, alors ça c'était vraiment mais incroyable, il y a une caisse de livres qui arrive en roulant d'une petite porte derrière nous, avec plein de livres en français, en anglais, en allemand, donc pour à peu près toutes les langues qui étaient représentées dans notre groupe. Vraiment des livres, mais voilà, un livre sur les chats, un livre sur comment entretenir sa maison, enfin vraiment des livres vraiment bizarres. Et puis en fait, ce qui est drôle, c'est que tous les groupes de touristes qui sont passés là l'un après l'autre ont tous eu exactement les mêmes livres qui sont sortis. Donc ils ont fait une petite sélection de livres dans différentes langues et puis ils nous les sortent en disant voilà, vous vouliez des livres, bah, regardez, on a tout ce que vous voulez, on l'a. Alors qu'en fait, ils ont rien dans cette bibliothèque. Il y a vraiment peu de choses. Et puis Sans doute pour un tel régime, il faut de toute façon avoir le moins de livres possible. Hein. voilà, bien évidemment. Et puis même au niveau, enfin c'était drôle parce qu'il disait que c'était un système automatique qui faisait remonter les livres depuis le 10e sous-sol jusqu'au bureau du prêt, puis qui arrivait sur un rail en roulant. Donc soi-disant que tout était automatisé, que c'était vraiment un système très moderne. Et il y a plusieurs personnes dans le groupe qui ont vu en fait que c'était un gars qui était caché derrière un mur qui faisait avancer la caisse de livres sur les rails. Donc voilà, c'est juste un petit exemple pour montrer à quel point ils mettent tout en scène en fait pour nous faire croire des choses. Et c'est que de la mise en scène, c'est que de la poudre aux yeux en fait.
Il y a une autre histoire qui tournait, mais qui celle-ci est fausse par contre, mais qui m'a bien fait rire et qui illustre un peu le sentiment, je pense, qu'on a quand on est touriste. Dans le métro donc de Pyongyang, il y a 17 stations et il y en a seulement 2 qui sont visibles par les touristes. Et Ouais, donc à un moment, les touristes se sont commencé à se dire, mais si on en nous montre que 2, c'est où qu'il y en a que 2 ou et donc du coup après ils se sont dit mais s'il y en a que 2 alors il sert à rien ce truc-là. Donc si ça se trouve tous les gens autour de nous sont juste des acteurs qui vont dans le métro juste quand les touristes viennent pour montrer qu'il y a un métro qui marche mais en fait qui marche pas. Et en fait non, il y a quand même vraiment 17 stations mais les 15 autres sont dans un état beaucoup moins bon que celui des 2 qu'on montre. c'est Et je pense ça. que ça illustre bien tout le côté quand tu vois des trucs, t'hésites sans arrêt à savoir si c'est la réalité ou pas ou un truc entre les deux quoi. Exactement, c'est ça. À chaque fois qu'on me dit quelque chose, tu as comme une espèce de paranoïa qui s'installe en me disant, mais est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'on me raconte la vérité? Et comme tu n'as aucun moyen de le savoir, tu deviens méfiant sur tout, en fait. Et tu dois attendre d'être revenu soit en Chine, soit dans ton pays pour pouvoir après aller chercher les informations et puis essayer de savoir si ce qu'on t'a dit, c'était la vérité ou pas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était assez drôle parce que avec notre groupe de touristes, là, il y avait souvent des regards qui s'échangeaient. Les gens, on voyait qu'ils ne savaient pas vraiment si ce qu'on leur racontait était vrai ou pas, mais que la plupart du temps, on se doutait bien que c'était quand même pas vrai. Ok, ouais, ça va quand même être très spécial, hein. Je te dirais que ça me donne quand même envie de vivre ça pour savoir ce que ça fait en vrai, tu vois. Juste le Mhm. côté de me prosterner, tout ça que j'aime pas du tout, mais sinon ce côté-là, oui, ça reste une expérience unique et on espère qu'elle va pas rester éternellement comme ça, hein, clairement, mais je pense que ouais, c'était un peu comme visiter la Russie avant la chute du mur, quoi. Ouais. Ça reste un truc exceptionnel, quoi. Pas vraiment du Ouais, c'est pareil, tourisme, mais ouais, voilà, c'est aussi pour l'expérience. C'est vrai que finalement, ça fait pas vraiment rêver. Enfin, t'as aucune liberté, tu fais pas du tout ce que tu veux, tu manges mal, tu dors mal. Voilà, c'est pas vraiment les vacances de rêve, mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience qui est incroyable, quoi. Moi, si je pouvais repartir là, demain, je repartirais tout de suite. Donc, dépêche-toi avant que le ouais. podcast Oui. sorte, hein, on sait jamais. Non, non. Ok. Autre chose à dire sur Pyongyang? On a vu musée, mausolée, un peu. Voilà ces choses-là. D'autres choses qui t'ont vraiment impressionné, qui. Bah, c'est vrai que Pyongyang, ça ressemble quand même assez à ce qu'on peut imaginer quand on en voit quelques images dans les médias. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avenues très grandes, vides. Tu peux te coucher sur la route pour faire des photos, il n'y a pas de problème, tu vas pas te faire écraser, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même plus développé que ce que j'imaginais. Il y a quelques petites échoppes quand même dans la rue, bon très peu, hein, parce qu'il n'y a aucun magasin, il y a rien du tout. Mais il y a deux, trois petits stands qui vendent des boissons, des choses comme ça. Il y a des bus aussi, les gens ils se déplacent beaucoup en bus. Bon, ils sont tous bondés, ils sont super vieux, super vétustes. Puis les gens, en fait, finalement, voilà, c'est ce qu'on se disait aussi avec les autres personnes, c'est qu'au final, ils vivent leur vie, ils doivent quand même se déplacer pour aller à leur travail. Les enfants, ils sont en uniforme, ils vont à l'école, etc. Donc moi, j'imaginais vraiment plus aussi j'imaginais qu'on voyait plus physiquement la présence et la menace militaire sur les gens. C'est vrai qu'au quotidien, quand tu les vois, ils ont l'air quand même assez gentils, assez accueillants. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression que les gens étaient vraiment très gentils, très souriants quand on était là-bas. Quand ils nous voyaient avec notre bus, ils nous faisaient des grands signes, ils étaient super contents de nous voir. Et donc, je m'étais dit, ah, mais c'est génial, ils sont gentils, ces Coréens, c'est super. Et en fait, en revenant petit à petit avec le recul, je me suis demandé si c'était pas aussi une mise en scène, si on leur apprenait pas peut-être quand ils voyaient un quart de touristes qui passe, à leur faire des signes, à leur faire des sourires pour donner une bonne image, alors qu'au fond d'eux, ils pensent, ah voilà, tous ces Américains, tous ces Blancs qui sont là, c'est le mal, c'est le diable. Finalement, on peut pas savoir ce qu'ils pensent, les gens. Donc, Ouais. Bon, je c'est pense c'est que la haine de assez l'américain, bizarre. elle doit quand même être très très présente, hein. Oui, Ça c'est ouais, ouais, bah, quand certain. tu vois, dès tout petits, enfin, dès qu'ils sont à l'école, on leur apprend ça. Et je pense que quand ils voient tout un bus de blancs, effectivement, dès que t'es blanc, t'es assimilé à un Américain. Je pense voilà, ils doivent avoir peur. En fait, moi, je pensais qu'ils auraient peur de nous. Ça n'a pas été le cas, en tout cas dans ce qu'ils nous ont montré.
Maintenant, c'est vrai que comme tout, en fait, maintenant j'ai un petit peu de peine à savoir ce qui est une façade et puis ce qui est la réalité. Ouais, ça va pas être évident, mais ceci dit, c'est vrai que et c'est frappant dans certains reportages. Les gens, a priori, sont tellement habitués à ça que c'est pas forcément étrange pour eux, même si certains doivent se poser des questions. Faut jamais oublier que dans ces pays, les gens se marient, ils ont des enfants, ils font la fête, ils jouent à des jeux, ils regardent la télé. Bon, c'est la télé d'État 5 heures par jour, hein, donc c'est pas forcément les derniers films, hein, mais les gens vivent de toute manière, hein. Peut-être Ouais, t'as raison, ouais. un côté qui est je pense, un des plus violents au niveau du physique, ça doit être la nourriture. Il faut savoir que la Corée du Nord meurt de faim, clairement. Mhm. Pyongyang, c'est pas encore l'endroit le plus mauvais, hein, parce que le centre, c'est quand même réservé à une certaine forme d'élite, hein, donc c'est pas du tout les fermiers qui sont là-bas. C'est des professeurs, etc., qui vivent quand même généralement à beaucoup dans un appartement, hein. Il y a des familles entières avec grands-parents. Mais bon, ça, à la rigueur, ça peut être au niveau familial, hein. En Thaïlande et dans d'autres endroits d'Asie, ça se fait aussi largement. Je sais pas. Alors, le problème, c'est toujours dur de savoir si c'est toujours juste ou si c'est faux. Mais en tout cas, il y a quelque temps, c'était, je crois, par mois, un poulet et 5 œufs par famille, Mhm. plus le riz, etc. Donc au niveau de la nourriture, oui. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que comme tu l'as dit, à Pyongyang, on se rend pas trop compte. C'est vrai qu'ils font aussi exprès de nous garder un petit peu en ville parce que là, vraiment, les gens sont mieux habillés, ils sont meilleurs, enfin, en tout cas, ils ont l'air en meilleure santé, ils ont l'air mieux nourris qu'à la campagne. Quand tu À Pyongyang, la vie a pas l'air encore trop mauvaise en comparaison avec la campagne. Et effectivement, voilà, ils ont eu beaucoup de famine, ils ont rien, leur agriculture, elle Puis est bon, à ils ont les néant. embargos violents aussi, hein. Aussi, ouais, effectivement. Et puis c'est vrai que quand on prend le train et qu'on se promène dans la campagne, c'est là aussi où on se rend compte vraiment de Alors, la prendre misère le des train, gens, ouais. aller, on va quitter gentiment Pyongyang. Mhm. Tu prends le train pour aller où et pour faire quoi? Alors le train, on l'a pris, donc en fait, tu as le choix pour partir de Corée du Nord, soit tu rentres en avion jusqu'à Pékin, ou alors tu prends le train, et là tu traverses toute la Corée du Nord euh, pour aller au nord du pays, à la frontière avec la Chine. Et donc là, en fait, ce qui est bien, ce que j'encourage aussi à faire de prendre le train, c'est que tu vois aussi une autre partie du pays. Là, tu sors de la ville, tu sors un petit peu du cercle des privilégiés de la capitale et tu vois un petit peu une autre facette qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire que ce que tu as vu les premiers jours du voyage. Euh, et là, en plus, il n'y a plus ton guide qui est avec toi pour t'interdire de faire des photos des zones un peu sensibles. Ah, parce que de toute Donc, façon, le tu train s'arrête te... pas, hein, donc Voilà, bon, c'est que ce que tu vois depuis le depuis la train, ouais. fenêtre, mais c'est vrai que c'est choquant quand même, parce que là, tu te rends compte vraiment de la misère. Et encore, je pense que ce qu'on voit, enfin, tout ce qui est situé à proximité des voies, encore, je pense que ça va. Ils ont pas mis, ils font un petit peu le ménage, entre guillemets, Ouais. parce qu'ils savent que des touristes passent par là, donc c'est encore pas le pire. Et pourtant, c'est déjà quand même difficile à voir quand tu vois un fermier qui a deux chèvres qui sont complètement squelettiques, ou quand tu vois des petits enfants qui se promènent, qui sont tout sales, qui n'ont pas de chaussures. Enfin, tu sens vraiment que là, c'est autre chose, C'est le qu'ils ont faim. tiers-monde, clairement, ouais. Voilà, clairement, effectivement. Et là, c'est vraiment le jour et la nuit parce que à Pyongyang, tu vois, enfin, tous les enfants sont en uniforme, ils vont à la fête foraine, ils reçoivent des cadeaux de la part des étrangers. Donc leur vie est vraiment beaucoup plus facile que la vie des enfants à la campagne. Donc là, c'est vraiment le moment où tu vois le contraste entre les deux. Et les paysages, c'est intéressant. Ça ressemble à quoi, la Corée du Nord, un peu Hum, Franchement, c'est pas sublime. Enfin, ce que tu vois vraiment, c'est des champs en friche qui sont pas vraiment cultivés. Oui, la Corée du Nord a une agriculture terrible, hein. Ils ont des très très vieilles machines et c'est en Ouais, partie pour ça que justement ils meurent de faim aussi parce que ils arrivent même pas entre guillemets à rentabiliser les terres qu'ils ont qui pourraient déjà aider, hein. exactement. Ouais, c'est vrai. Puis que même en hiver aussi, ils ont un climat qui est extrêmement froid. Donc je pense que ça aide pas non plus au niveau de leur Ah non, ça va agriculture. pas être évident, hein. T'as une fenêtre assez petite où tu peux vraiment produire, je pense. Mhm.
Et donc, ouais, bon, les paysages, c'est pas, voilà, je pense pas que c'est l'attrait principal de la Corée du Nord non plus. Peut-être si tu vas faire un trek dans les montagnes plus au nord, là-bas, c'est assez joli. Et puis, il y a des bains thermaux, par exemple. Enfin, c'est très bizarre de se dire que tu peux aller faire des bains thermaux en Corée du Nord, mais tu peux. Par contre, voilà, tout l'attrait de ce voyage en train entre Pyongyang et puis la Chine, c'est vraiment de voir. C'est assez voyeur au final, mais c'est vraiment de voir un petit peu la vraie image du pays. Ouais. D'ailleurs, tu parles des montagnes. Alors, en tout cas, il y a un truc qui a l'air vraiment joli. Ça s'appelle le lac du Paradis. Ça se situe près des monts volcaniques Paektu. Enfin, c'est les monts volcaniques Paektu. Il a une altitude de 2189 mètres. C'est le plus haut lac cratère du monde. Et il y a une de ces régions-là, alors je ne sais pas si c'est ce lac-là ou un autre, qui est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc des endroits qui sont vraiment magnifiques. Ça me fait assez penser à la Suisse, hein, avec ces lacs de montagne assez grands quand même. Et puis les couleurs des montagnes me font penser à celles de l'Himalaya. Il y a de la terre et des roches un peu roses, un peu vertes comme ça. La région a l'air vraiment, vraiment magnifique, hein. Et on peut y aller notamment pour faire des treks, je suppose beaucoup plus librement parce que pour le coup, il ne doit pas y avoir beaucoup de population là-haut, hein. Mhm. Bon, je pense que tu es quand même bien entouré aussi avec tes guides qui Ouais, bah seront oui, là aussi ça pour oui. que tu prennes pas trop de photos, je pense, de choses que tu n'es pas censé voir. Effectivement, ça doit être sympa. Après, la seule chose qui m'inquièterait un petit peu aussi, bon, c'est mon côté pas très aventurier, mais il y a aussi un côté pratique en Corée du Nord, c'est que tu es isolé, tu es vraiment coupé du monde, et que si tu as le moindre problème médical, là, tu es un petit peu embêté. Donc, c'est vrai que pour faire un trek ou pour aller justement dans des endroits un petit peu plus aventureux, je pense qu'il faut aussi bien être sûr de soi au niveau physique avant de partir, pour pas avoir un gros pépin qui arrive quand on est sur place. Oui, c'est vrai que t'as pas la réga C'est qui ça, vient la te réclame chercher va pas là-bas, ouais. venir te chercher, ouais, effectivement. C'est vrai. Oui, c'est un point auquel j'avais pas pensé, mais effectivement, oui, pour certains problèmes de santé, ça peut être délicat. Je connais, alors j'ai pas vu de reportage sur le système hospitalier nord-coréen. Je me permets d'avoir des doutes. Voilà. Pardon, on a quelqu'un qui s'est blessé pendant Ah notre ouais? voyage, qui s'est fait mal au bras, et puis qui est allé voir le seul médecin étranger qui était à Pyongyang. C'était un médecin qui venait des Philippines, et qui voulait lui faire passer une radio pour son bras. Ce jeune homme a gentiment refusé de passer une radio en Corée du Nord. Il a dit qu'il préférerait quand même attendre d'être rentré chez lui pour, pour se faire irradier, parce qu'il n'était pas très sûr de ce qu'il Bon, ils ont des allait vieux stocks trouver. d'uranium, ça doit Ouais. aller. Donc voilà, enfin, c'est vrai qu'au niveau médical, si on a une maladie chronique ou un souci de santé, c'est peut-être pas non plus l'endroit où il faudrait aller. Parce que c'est vrai que si tu as un problème, il faut te faire évacuer en avion jusqu'à Pékin. Et puis, il n'y a pas des avions tous les jours. Donc c'est un petit peu chaud pour ça. Ok, ouais, c'est un petit point auquel on pense pas forcément, mais qui peut être important suivant la situation. Euh, alors, dernière vraiment lieu dont on va parler dans ce voyage cast, c'est la DMZ. Alors, on peut y aller comme James Bond, c'est bon Alors tu peux y aller. Alors effectivement, si tu veux essayer de passer la frontière entre les deux Corées, tu n'auras aucune chance. C'est vraiment un endroit qui est ultra militarisé, qui est extrêmement surveillé. Même quand tu passes avec un car de touristes, tu passes entre deux immenses murs en béton recouverts de barbelés sur une centaine de mètres. Donc tu n'as vraiment aucun moyen de passer. Et puis au final, cette frontière, c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on pourrait penser, parce que tu vois simplement, voilà, tu vois le côté sud. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Il y a plus de militaires, enfin en tout cas pas en permanence. Il y a pas en permanence des militaires qui sont placés des deux côtés. On n'a pas vu non plus ces deux fameux militaires qui se font face au nord et au sud. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir, mais qu'on n'a pas vu. Donc voilà, après ils entretiennent aussi tout le mythe autour de la guerre de Corée, autour de l'invasion, etc. Donc c'est assez drôle de les entendre expliquer leur version des faits aussi là-bas. Mais c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on pourrait croire. Ok, ouais, mais enfin bon, je suppose pour dire j'ai été dans la zone démilitarisée, c'est
Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Tu dirais, Ouais, voilà. ça vaut quand Ouais. même le coup à quelque part. Ouais, tu le vois depuis l'autre côté. C'est vrai que maintenant, moi, j'aimerais bien aller en Corée du Sud pour aller au même endroit, mais de l'autre côté de la frontière. Mais c'est vrai que effectivement, c'est quand même, c'est pas courant et puis c'est pas tous les jours qu'on va là-bas. À savoir aussi que quand tu es en Corée du Nord, tu verras personne du côté sud parce que pour éviter les problèmes, ils alternent les jours de visite. Donc un jour, il y a des gens du côté nord et le lendemain, ça sera les gens côté sud, mais ils se feront jamais face parce que Ouais, ils ont en peur fait, que... c'est un peu faire la guerre, mais sans trop déranger le tourisme, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un joli concept, ouais. Non, non, mais c'est vrai que enfin, ça fait partie des trucs étranges. Ouais, enfin, on va dire que si ça évite les problèmes, c'est certainement mieux. Ok, d'autres choses à dire peut-être sur l'aspect touristique avant qu'on passe à certains aspects sociétals un peu pendant quelques minutes. Bah, c'est vrai que l'aspect touristique en Oui, tant que on a tel, oublié de partir, on a oublié de parler de l'hébergement et de la nourriture. ah ouais. Alors bon, on a dit que c'était cadré, donc tu choisissais pas où tu voulais aller, mais c'est comment Alors, c'est mieux que ce que j'imaginais, mais c'est quand même pas terrible, terrible. Enfin bon, en même temps, si on avait dormi dans des 5 étoiles et puis eu des buffets à volonté tous les jours, j'aurais quand même trouvé ça un peu bizarre. Oh, j'en connais un qui fait ça tous les jours sans trop se poser de questions, hein, mais... Oui, effectivement. Mais c'est vrai que voilà, on nous avait aussi préparé avant le départ en disant, ben, écoutez, s'il y a vraiment un aliment enfin, dont vous pouvez pas vous passer, exemple chocolat ou autre, prenez-le avec parce que ça va être assez chiche les repas. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu tout le temps la même chose. On avait surtout du riz, des concombres, des légumes froids, des choses comme ça. C'était pas mauvais, hein, mais c'était juste que voilà, on a mangé exactement la même chose matin, midi et soir pendant une semaine, mais ça convenait quand même à tout le monde. Moi, j'ai jamais eu faim ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'après, c'était assez drôle de voir les gens, une fois qu'on avait fini notre repas, de remonter dans le bus et puis de manger tout un paquet de Snickers ou tout un paquet de biscuits parce qu'ils avaient encore faim et puis ils avaient envie de manger quelque chose de sucré. Donc, Ouais, bon, une c'était assez semaine quand drôle. même, on peut faire l'effort, je trouve. Oui, oui, justement, nous, on s'est dit, on va jouer le jeu, on va Sauf que les pas gens là-bas, prendre. c'est pas une semaine, hein. Voilà, effectivement. Et puis, c'est vrai que quand on se rend compte aussi de ce que les gens, enfin, comment les gens vivent là-bas, on se dit que c'est quand même bien assez. Et puis que voilà, on peut faire l'effort quand même pendant une semaine. Et puis Aller après, au faire un niveau régime en des... Corée du Nord, c'est un Ouais, bon alors concept, ça. effectivement, ouais. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Et puis, bon, par contre, avec toute la bière qu'on te donne, je pense que Ah, ils ça boivent de la contrebalance un bière petit là-bas? peu. Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup de bière et même souvent dans les repas, on se donne que de la bière. Si tu veux de l'eau, ils t'en apportent, mais c'est de l'eau du robinet, donc bon, ça donne pas trop envie de boire l'eau du robinet nord-coréenne. Mais effectivement, il y a beaucoup de bière et puis surtout les soirées après les repas, c'est vrai que ça finissait souvent au bar et puis il y en a qui avaient les cheveux qui tiraient un petit peu le lendemain matin, des fois. Ouais, ça peut être un concept intéressant aussi. Les guides, ils boivent par hasard ou bien pas? Oui, alors justement, les guides Ça boivent pas pourrait être mal. super cool, ça, non? Bah, alors, il y en a qui ont passé des soirées avec les guides à les faire boire. Ouais, justement, ouais, moi, Euh, je serais du style à faire ça, quoi. mais ils ont Côté un peu quand même un retors comme ça. certain... ouais, mais alors ça marche pas si tu voulais les faire craquer pour qu'ils te donnent des infos Ah non, pas croustillantes pour sur le ça, mais juste régime. pour voir comment ils sont quand ils sont plus détendus, quoi. Parce que l'alcool fait quand même ça, et je vous imaginais qu'ils doivent être tendus pendant la journée quand même pour pas que tout se passe bien, tu vois. Donc Ouais, plus bon, cet après, aspect-là, comment ils se sentent eux, le pays, ouais. bon, finalement, on sait un peu qu'est-ce que c'est en vrai quand même, hein. Effectivement, mais c'est vrai qu'ils savent quand même très bien se contrôler. Et puis, ils savent qu'ils sont aussi toujours observés, hein. C'est vrai que là-bas, ils se dénoncent aussi beaucoup entre eux. Par exemple, nous, en fait, on avait un guide principal, une guide assistante et un jeune stagiaire qui faisait son premier tour avec des touristes et qui a énormément bu en fait le deuxième soir et qui a vraiment mal fini. Mais c'est vrai que lui, après, il a eu des problèmes, il a été dénoncé, on ne sait pas par qui. Et puis, il y a deux personnes qui sont venues le chercher pour le ramener dans sa chambre et puis qui ont fait après une petite enquête auprès des gens de notre groupe pour savoir si ce stagiaire était bien ou pas, s'il s'était bien occupé de nous. Donc, on suppose qu'il a quand même eu une petite réprimande, voire même un peu plus par la suite. Donc, c'est vrai qu'ils doivent quand même faire attention. Et puis, on voit que même quand ils boivent, ils perdent quand même pas. Enfin, en tout cas, le guide le plus expérimenté perdait jamais le contrôle Il avait l'habitude quand de il boire, buvait. quoi.
Voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même assez portés sur la bouteille, j'ai l'impression. En Corée du Euh, Sud aussi, hein, jamais ouais, été, mais j'ai eu des Coréens du Sud, ouais, ils ont rien contre non plus, hein. Le saké, effectivement, ouais. Effectivement, donc c'est vrai que là, voilà, le soir, de toute façon, il y avait un petit peu que ça à faire aussi le soir, vu qu'on dans les hôtels, il y a rien à faire et puis on peut pas sortir, donc ça finissait souvent au bar. Et puis mais les guides gardaient quand même très bien le contrôle d'eux-mêmes après plusieurs bières. ok. Ok, ben merci pour ces conseils. On va peut-être juste parler un peu de l'aspect personnel. Alors, toi, bon, on comprend que tu avais envie d'y aller avant d'y aller. C'est Mhm. une phrase complètement stupide qui ne veut rien dire. Mais bon, vous avez Mais compris le qui truc, résume un quoi. peu la situation, ouais. Voilà. Et après y avoir été, est-ce que tu gardes cette... On a compris que tu avais certainement envie d'y retourner. Tu gardes cet avis-là malgré peut-être, je sais pas, enfin, ce que tu as vu. Alors c'est vrai que maintenant j'ai un petit peu changé d'avis parce qu'avant de partir, moi j'étais un peu partagée. J'avais envie d'y aller, mais j'avais aussi une réticence par rapport au fait. Je trouvais ça un petit peu voyeur, en fait. J'avais l'impression de partir en vacances dans un pays pour aller voir à quel point les gens étaient malheureux là-bas. Ça me dérangeait quand même pas mal au niveau voilà, de la préparation du voyage. J'avais peur que ça soit vraiment trop marqué, qu'on aille vraiment observer la misère des gens. Et ça me motivait vraiment pas. Par contre, ayant été sur place, ayant vu un petit peu comment ça se passait, maintenant au retour, je me dis que le tourisme là-bas, c'est une bonne chose. Dans quel sens? Dans le sens que, alors niveau économique, c'est vrai que oui, on donne une partie de notre argent au régime, donc ça, effectivement, d'un côté, on encourage un petit peu le régime en dépensant notre argent là-bas, mais par contre, je pense que le fait que les Nord-Coréens voient des étrangers arriver chez eux, que nos guides aussi puissent parler avec nous, ça leur montre aussi qu'il y a autre chose qui existe. Ça ouvre un petit peu leur esprit et à nous aussi, en fait. Donc c'est un échange qui est quand même très positif entre les deux parties. C'est vrai que par exemple pour nos guides, eux, ils nous posaient beaucoup de questions sur notre pays. Ils disaient: «Ah, tu viens de Suisse, mais alors c'est comment? Qu'est-ce que tu fais? T'es marié? Tu fais quoi comme études?» et cetera. Et puis en leur racontant, des fois, j'ai l'impression qu'ils comprenaient pas vraiment ce que je voulais dire parce que c'était des notions trop éloignées pour eux. Mais en même temps, ça leur fait aussi se poser des questions. Et ça leur fait aussi, voilà, prendre conscience que il y a leur régime, il y a leur façon de faire, mais il y a aussi quelque chose d'autre ailleurs. Et je pense que c'est aussi peut-être une voie pour une ouverture des esprits là-bas, même si c'est vraiment minime, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de touristes qui vont en Corée du Nord chaque année. Et en fait, tu peux au final vraiment discuter seulement avec les guides, parce que les Nord-Coréens, la population, parle pas du tout anglais, ils parlent que le coréen. C'est vrai que si tu parles pas, toi, le coréen, tu n'as aucun moyen d'échanger avec eux. Mais effectivement, moi, je pense maintenant, après, là, ça fait quand même quelques mois que je suis revenue. Maintenant, avec le recul, j'ai aucun regret au fait d'y être allée. J'ai pas l'impression d'avoir tant que ça encouragé le régime. Et au contraire, je pense que c'est quand même quelque chose qui est et qui pourrait être à long terme positif aussi pour les gens là-bas. Ouais, c'est intéressant, hein. Moi, je suis de ce point de vue-là, je suis vraiment globalement d'accord avec toi, hein. On en avait déjà parlé dans un voyage cast avec Bernard Pichon qui avait parlé de la Birmanie, où il y a un peu ce problème-là aussi. Alors, c'est beaucoup moins surveillé quand même, mais ça reste quand même soutenir un régime, hein, en y allant. Le tourisme est quand même pas permis partout, etc., hein. Il y a des camps de réfugiés qu'on peut pas aller voir et tout, et qui disait justement que des fois, même en étant très encadré, il suffisait d'un regard, d'une phrase ou d'une petite chose pour faire naître l'idée chez l'autre personne que ailleurs, c'est pas forcément horrible et c'est pas forcément mal. Parce que Exactement, ouais. chez beaucoup de ces personnes, c'est mal. Et c'est peut-être le truc que j'avais juste envie de dire par rapport à la guerre et aux Américains. Euh, les Américains ont bombardé extrêmement violemment la Corée du Nord, à un moment où la Corée du Nord était déjà contre les États-Unis, et ça a vraiment donné une légitimité totale à la haine contre les États-Unis. Il y a des images de guerre qui traînent dans certains reportages où
Oui, effectivement, la plupart de ces gens qui ont vécu lors de ces bombardements sont encore là. Ils sont grands-parents actuellement, et c'est clair qu'ils ont une haine pour les Américains. Et on a vraiment des reportages où les gars nous disent, jusqu'au bombardement, je savais que je devais pas aimer les Américains, mais je ne savais pas pourquoi. Ce bombardement m'a prouvé qu'ils pouvaient nous attaquer lâchement et nous tuer et tuer des civils. Et donc, ils vivent un peu dans cette haine. Qui est bien sûr maintenue par le régime, hein, parce que ça sert le régime, mais qui est, je trouve quand même en partie justifiée, tu vois. Enfin, on comprend que ça a été un épisode violent pour tous ces gens-là et que ils aiment pas les Américains, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme il y a quelques années en France avec les Allemands, et encore certains diront dans certains endroits de la France, c'est toujours pas le fun, tu vois. C'est pas juste, c'est pas bien, mais c'est compréhensible. Et c'était d'ailleurs assez étonnant. Ils font souvent, alors je sais pas si tu as eu l'occasion pendant que tu étais là-bas, mais à Pyongyang, ils font des sortes d'essais, on va dire. Pas des essais, des entraînements au cas où, de sortes d'évacuation, des choses comme ça. Alors ils coupent totalement l'électricité, ils enclenchent les sirènes, un peu comme si les Américains attaquaient, et ça maintient un peu cette pression sur le peuple en disant regardez, ils peuvent nous attaquer quand ils veulent, parce qu'il y a quand même 37 000 soldats de l'autre côté de la frontière. Hein. Donc ouais, je trouvais que c'est vrai que la Corée du Nord est pour moi pas un pays très chouette, et ils martyrisent vraiment les gens, ils ont tué énormément, il y a une pression qui est énorme, mais c'est vrai que des fois voir l'autre côté aussi, les Américains, s'ils avaient peut-être joué un peu différemment, ça aurait peut-être été différent maintenant. Et ils ont reproduit ça avec l'Irak notamment, et il y a dans certains discours beaucoup de parallèles qui ont été faits en Corée avec l'Irak, hein, que l'Irak et la Corée avaient un peu le même historique, à part que l'Irak est tombé beaucoup plus vite. Mais ouais, je trouve toujours étrange ces liens entre les populations et cette pression qui est mise, et c'est enfin on peut, certains trucs sont marrants, certains trucs on s'oblige un peu à juger, mais ouais, il y a certainement pas tout qui est blanc d'un côté, quoi. Effectivement, mais c'est vrai que comme tu dis, le fait qu'ils ont une haine vraiment ancrée des Américains, c'est compréhensible. Et je pense aussi que le tourisme, pour ça, c'est une bonne chose parce que Ouais, nous, à fond. de toute façon, on était assimilés à des Américains comme on est blanc, donc ils pensent qu'on est Américain. Et finalement, tu vois, ils voient qu'on n'est pas si horrible que ça. Quand on était à Pyongyang, voilà, on était tous curieux de les connaître, on voulait en apprendre plus sur eux. Et je pense que peut-être pour eux, ça leur fait aussi se poser la question. Et peut-être, alors, je ne sais pas à quel point c'est ancré en eux, mais peut-être remettre un petit peu en question, de se dire, mais ces gens qui sont venus là, qui sont venus nous voir, ils n'étaient pas monstrueux, c'était pas des monstres sanguinaires assoiffés de sang. Et je pense que ça remet légèrement en question quand même les représentations qu'ils ont de nous, qu'on leur a appris depuis tout petit dans les livres de propagande, où tu vois les Américains représentés avec des missiles dans les mains, qui coupent la tête des enfants, enfin des images vraiment horribles. Et le fait de voir des Occidentaux qui arrivent et qui sont là dans un esprit positif parce qu'ils ont envie d'être là et ils ont envie de les connaître, ça, quand même, ça doit peut-être remettre en question aussi chez eux certaines choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense que ce serait vraiment bien que ça soit comme ça. Ouais, je sais pas si on ose faire le parallèle avec la Chine, parce que je m'y connais pas assez en géopolitique, mais la Chine a très longtemps été extrêmement fermée aussi, et petit à petit devenue ouverte. Alors en premier, c'était plutôt pour l'industrie que pour le tourisme, mais on voit quand même que les changements en Chine sont énormes. Alors ça reste un pays qui est toujours pas open, quoi. Il y a toujours des blogueurs qui se font emprisonner pour certaines choses. La liberté d'expression n'est toujours pas là, mais quand même, enfin, si on regarde, la Chine évolue énormément, et ça va peut-être finir par une révolution aussi, hein. Ils veulent des iPhones comme tout le monde, etc. Donc, alors après, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? On pourra en discuter pendant des heures, mais il y a certainement évolution quand il y a collision de pensée à force, je pense. Effectivement, tout à fait. Après, c'est vrai que pour la Corée du Nord, ça pose aussi des questions. Et moi, je sais absolument pas, j'ai aucune idée vraiment de comment ce pays va évoluer parce que je pense pas non plus que c'est dans la mentalité des gens là-bas de faire une révolution. C'est Non, pas du tout. pas dans leur schéma de pensée, c'est pas quelque chose qui, à mon avis, qui va se produire. Donc, on voit comme que petit à petit, le pays commence à s'ouvrir un petit peu, mais je vois vraiment
pas comment, en tout cas de la part du peuple, comment quelque chose pourrait changer. Donc, Ouais, je sais pas, moi j'espère juste ouais. que ce qui évolue, c'est surtout, à la rigueur, l'idéologie et tout ça, de toute façon, c'est critiquable, et même la démocratie, voilà, elle est critiquable aussi, enfin, le système aux États-Unis est critiquable aussi, tout est critiquable, ça reste de la politique, mais c'est plutôt, moi, l'aspect vraiment nourriture, par exemple, tu vois, si rien qu'un peu d'ouverture pour leur faire permettre de faire tomber quelques embargos ou d'avoir certaines choses, ce sera de toute façon positif pour les gens, parce que une fois que tu es un peu plus à l'aise, tu te poses aussi peut-être plus de questions, ou alors tu vis en tout cas, je pense, d'une meilleure façon, quoi. Mhm. Tout à C'est, fait, ouais. Ouais. je pense que c'est le minimum qu'on peut leur souhaiter, quoi. C'est vrai que la liberté de la presse et tout ça, ils la demandent pas nécessairement, et ils savent à la rigueur même pas ce que c'est pour ça qu'ils la demandent pas. Mais je pense Mhm. que manger à sa faim, etc., c'est, Ouais, c'est plus urgent aussi pour eux, ouais. ben, clairement, ouais, ouais. Enfin bon, c'était la minute, on verra ce qui se passe dans le futur. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est intéressant, et je pense que quand on voyage dans ce genre de pays, on est obligé de se poser ce genre de questions un minimum. Voilà, c'est vrai que ça t'ouvre des questions. Après, t'as pas forcément la réponse. Le fait de Mais il y en a voyager pas, je là-bas, pense, de toute façon, ça hein. t'en apporte pas, mais ça te permet aussi de te questionner et puis voilà, de te dire. Enfin, moi, en tout cas, après, tu te forges ton opinion. Je pense que chaque voyageur se sera forgé sa propre opinion en revenant, mais personnellement, moi, je suis contente d'y être allée et je pense que c'est pas quelque chose de négatif pour la Corée du Nord, en tout cas. Non, je pense de toute façon, ouais, exactement. Puis comme on disait, l'argent donné au régime, et alors effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Ouais, dans l'absolu, c'est pas ça qui fait vivre le régime non plus. Mhm. Et voilà. Enfin, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces plusieurs avis et tout. J'espère que les auditeurs, on vous aura pas trop noyé sous beaucoup d'informations ou de choses, mais voilà, c'est intéressant. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà été en Corée du Nord, si vous avez envie d'y aller, si on a suscité des questions chez vous, on y répondra avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous avez envie de savoir un peu quelque chose en plus sur la Corée du Nord, et puis voir des images aussi, parce que l'audio c'est magnifique bien sûr, mais les images c'est pas mal non plus. Tu as un blog aussi. Alors, j'ai un blog, oui, sur lequel j'ai un petit peu raconté mon expérience. Donc, voilà, les premières impressions que j'ai eues en visitant le pays. Et puis, ce qui est important aussi pour moi, le logement et la nourriture. On a pu aussi déguster quelque chose un peu insolite que je raconte aussi sur le blog. Donc, Moi, n'hésitez je tiens à pas dire que je m'en fous complètement parce que j'aime les chats, mais j'en dirai à... pas plus. D'accord. Oui, alors effectivement, si vous cherchez une recette un petit peu originale pour l'hiver, pourquoi pas, n'hésitez pas à passer. Donc oui, ça se trouve sur le blog. Vous pouvez voir aussi certaines photos qu'on a fait sur place. Très belles images, hein, notamment des mass games, vraiment très beau, hein. Voilà, qui rendent quand même pas tout à fait l'ambiance qu'il y avait dans le stade, mais qui en donnent un petit aperçu. Et puis aussi certaines photos de la parade militaire qu'on a pu voir et qui étaient vraiment super et qui font des chouettes images aussi à regarder. Exactement. Alors, pour l'instant, tu as écrit sur la Thaïlande, Singapour, le Japon, la Corée du Nord et la Chine. Et on espère que tu vas continuer à écrire beaucoup et à nous donner des belles images. Alors, c'était sur fetavalise.ch, hein, si on vous l'a pas dit. Fetavalise.ch, hein, pas .com, vous allez arriver ailleurs. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir, Florence. C'était vraiment chouette de parler Merci. de ça avec toi. C'est des beaux sujets et on aura l'occasion de recauser, c'est certain. Mais merci, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère que j'ai pu vous intéresser aussi avec ces informations. En tout cas, sachez que si vous êtes intéressé pour voyager en Corée du Nord, c'est beaucoup plus facile que ce qu'il n'y paraît. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à la chose et puis à nous poser aussi des questions si vous avez encore des interrogations à ce sujet. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Oui, merci, à la prochaine alors. Ciao, ciao. Ciao. On pourrait y arriver. S'enfuir et vivre dans les bois. Regarde, on le fait tout le temps. Il nous rattraperait. Peut-être pas. Il nous arracherait la langue ou pire. On ferait pas 10 kilomètres. Si, moi je ferais 10 kilomètres. J'irais dans cette direction. Moi j'ai Prime et toi tu as tes frères. Il viendrait avec nous? Prime dans les bois. Ouais, peut-être pas, non. Je veux pas avoir d'enfant. J'en voudrais si je vivais pas ici. Mais tu vis ici. Je sais, j'ai dit si.
Et j'espère que vous avez bien apprécié cette interview avec Florence. En tout cas, moi j'ai trouvé très sympa d'enregistrer avec elle. J'ai d'ailleurs eu la chance de la rencontrer à Genève dans un événement sur le tourisme et le voyage. C'était très cool. Merci à elle d'être passée sur VoyageCast. Je pense qu'on a soulevé pas mal de thématiques vraiment intéressantes et sans doute un peu trop profondes pour les explorer en seulement un peu plus d'1 heure. Mais je vous invite vraiment à participer au débat, à poser vos questions, à poser vos remarques, que ce soit sur voyagecast.ch, sur Twitter, sur Facebook un peu moins peut-être, par mail si vous voulez l'anonymat. Ça sera avec plaisir que autant moi que Florence, on discutera vraiment volontiers de ces thèmes avec vous. Pour ce qui est des films de VoyageCast, vous aurez peut-être reconnu la voix de Christian Bale. Il s'agit du film Equilibrium, un film que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être simplement parce qu'il y a Christian Bale et que j'aime beaucoup cet acteur. C'est un film que j'ai choisi parce qu'il représente une société future où il y a une sorte de médicament qu'on prend pour ne plus avoir de sentiments. C'est une société qui est contre l'art, par exemple, la musique, la peinture, toute forme d'art. C'est une société post-apocalyptique, on peut le dire, une société très très fermée, une sorte de dictatoriat, et vous voyez exactement où j'ai voulu en venir en le mettant en parallèle avec la Corée du Nord. C'est un film qui a beaucoup souffert d'être sorti juste après Matrix, et c'est vraiment dommage parce que c'est un film que j'aime beaucoup notamment la musique qui est splendide. Bref, un film à voir que vous pourrez trouver un peu partout sur Internet. Le deuxième, vous aurez peut-être reconnu la jolie petite voix de Jennifer Lawrence. C'est Hunger Games, le premier du nom, parce que le 2 n'est pas encore sorti en DVD, et j'avais pas envie de vous mettre une version en russe. Un film que vous avez peut-être regardé. Je sais que certains ne les placent pas vraiment parmi les grands films. C'est des films pour les teenagers, comme on dit, mais c'est quand même assez sympa à regarder. Et puis, si on lit les livres, même si les thématiques ne sont pas vraiment explorées comme elles le devraient, on retrouve un peu ces thématiques d'enfermement, de jeu de la faim, de peuple sous contrôle, enfin bref, tout ça qui fait peut-être un petit peu penser à la Corée du Nord. Enfin bref, deux films sympas, je vous conseillerais plutôt Equilibrium, mais Hunger Games se regarde quand même très bien. Un dimanche de pluie en hiver, c'est absolument parfait. Alors, 2 ou 3 petites choses. Déjà, cet épisode aurait dû sortir il y a déjà 2 semaines. Il n'est pas sorti à cause de 2 raisons principales. La première, c'est que j'étais aux Philippines. Dans des endroits où on avait déjà parfois de la peine à avoir du courant, et donc à plus forte raison de la difficulté à avoir du Wi-Fi, vous vous en doutez, d'avoir du Wi-Fi puissant en tout cas. Un épisode de VoyageCast, c'est facilement 100 mégas envoyés sur le réseau, et sur un réseau très lent, c'est vraiment très lent. Pour vous donner l'exemple de l'épisode 41 sur la Thaïlande, il m'a fallu l'uploader plusieurs fois pour réussir à l'uploader complètement, ça m'a pris une dizaine d'heures. Autant vous dire que j'ai des choses un peu plus cool à faire en vacances que d'attendre devant mon PC que l'épisode s'upload. La deuxième raison, c'est que SoundCloud, j'ai honnêtement eu envie de les étrangler, mais c'était un peu compliqué depuis les Philippines. Ils ont décidé de changer leur politique de copyright. Vous le savez, ça fait déjà depuis plus de 6 mois, je mets des musiques à la fin de l'épisode, notamment, qui ont rapport plus ou moins avec l'épisode. Jusqu'à présent, ça posait pas problème. Mais maintenant, c'est un peu comme YouTube. Quand vous uploadez votre fichier, SoundCloud contrôle que vous n'avez pas de morceaux d'audio qui ne vous appartiennent pas, qui sont sous licence. Et si c'est le cas, hop, il vous cote le fichier et c'est plus possible de le diffuser. Autrement dit, c'est vraiment pas cool, surtout quand on se trouve aux Philippines et qu'on comprend pas du tout pourquoi notre fichier ne s'upload pas. Enfin bref, la solution, c'est de vous diffuser des musiques libres de droit, et j'en ai trouvé une assez sympa pour la fin de l'épisode, vous le verrez. Donc voilà, c'était mes excuses pour la non-diffusion du dernier épisode en date et en heure. Petit détail aussi que les auditeurs réguliers auront remarqué, on est passé du numéro 41 au numéro 43. Mais où est passé le numéro 42 ? Eh bien, il a déjà été enregistré dans une autre dimension et vraisemblablement assez loin de notre galaxie. Il devrait arriver, mais on ne sait pas vraiment quand. C'est une sorte d'épisode fantôme qui a été enregistré entre plusieurs dimensions, plusieurs emplacements différents dans l'univers, et vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué pour rassembler tout ce fichier. Il est déjà diffusé,
mais ailleurs dans la galaxie. J'en suis désolé, ça va finir par arriver sur la Terre. Je m'en excuse, mais je vous rassure, ça devrait valoir la peine de l'avoir attendu aussi longtemps. Pour les prochains épisodes, eh bien, on va parler de beaucoup de sujets différents. On va parler un peu de l'enfance, un peu des associations aussi en rapport avec le voyage et l'humanitaire dans le prochain podcast. On va reparler de la Thaïlande. On avait parlé d'un point de vue un peu politique, problématique. On va parler plus d'un niveau touristique dans un des prochains épisodes. Et puis, voilà, les enregistrements vont suivre. On va prochainement aussi parler des Philippines et de Pékin puisque j'y étais. Je devrais donc avoir des trucs peut-être pour une fois un peu plus personnel à dire sur un voyage que j'ai vraiment fait, histoire de vous montrer que je suis pas seulement un podcasteur, mais aussi de temps à autre un voyageur. Le prochain épisode est dans 2 semaines si tout va bien. En attendant, je vous laisse avec une musique très douce et très sympathique qui s'appelle Korean Meditation, Sound of the Wind. C'est de la musique sud-coréenne qui nous vient de Séoul. Et ouais, je crois que c'est une bonne fin pour cet épisode. Ça va peut-être vous aider à enclencher vos méditations sur les différents thèmes dont on a parlé durant l'épisode. N'oubliez pas de nous faire part des résultats de votre méditation sur voyagecast.ch. Allez, à ciao, bonsoir. you.